commence à s'ouvrir sur l'étendue des mers, créant un certain nombre d'attitudes à la fois éthiques et poétiques qui correspondent à la nouvelle dilatation du sujet matériel. Vous allez donc faire un livre sur les métamorphoses du sujet autour de Dante, et je vais vous laisser la parole pour vous préciser de façon examinée ce que je viens d'expliquer. Merci, cher Bruno. Je vais en effet essayer de préciser, mais je dois commencer tout de même par quelques remerciements qui ne sont pas de politesse. Remerciements à Bruno Pinchard, à la société dantesque qui a eu l'initiative de cette rencontre. Remerciements à Fortuna Tramuta qui nous donne son activité. Et remerciements aussi à Luca Fiorentini, dont je viens d'écouter l'exposé avec un très grand intérêt. Un très grand intérêt parce que ça me donne, enfin, cette extraordinaire référence à la citation de Servius, c'est très important. Je rappelle quelque part cette idée d'ailleurs que contrairement à ce que l'on croit quelquefois, contrairement à des représentations toutes faites qui... Beaucoup de lecteurs sont dissuadés d'aborder Dante, où on croit volontiers qu'il s'agit d'un monde qui n'est pas le nôtre. Tout lecteur de Dante, me semble-t-il, comprend très vite que c'est non seulement de notre monde qu'il s'agit, mais de notre monde, j'ajouterais. Je vais le dire d'abord dans un vocabulaire peut-être plus conforme à la représentation de Dante, et ensuite autrement. Le monde tel qu'il apparaît chez Dante, c'est notre monde tout à fait réel, comment dirais-je, tel qu'en l'éternité il est changé. Il ne faut pas oublier, c'est un élément que je n'ajoute pas, mais que je veux mettre en valeur. Bon, la seule différence qu'il y ait entre la représentation décrite, récitée, racontée, dramatisée dans la Divine Comédie et dans le monde où nous vivons, c'est une étrange, une extraordinaire cohérence qui vient de ce qu'il y a la médiation d'un jugement. C'est-à-dire, les âmes sont réparties en fonction de ce qu'elles ont fait. La liberté est essentielle chez Dante, mais elles sont assignées à telle ou telle place, précisément par le jugement de Dieu, qui comprend ce qu'elles sont, qui se contente de recueillir leurs actes et leurs individualités. Je crois que Dante accepterait qu'on le dise de cette façon. D'ailleurs, il le dit plus ou moins dans la lettre à Cangrande notamment. On peut le dire d'une autre manière, qui est, je crois, moins puissante, mais peut-être plus parlante. Il y a chez Dante un extraordinaire sens historique de la réalité. Il comprend la réalité comme quelques très grands historiens, enfin tels que de très grands philosophes de l'histoire sauront la comprendre. On peut penser à Vico, à Hegel ou à Marx ou à d'autres. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Alors ça, c'est un point très important et on peut vérifier très facilement qu'il n'est question dans la Divine Comédie que d'histoires, que de gens, que d'êtres, que d'âmes qui ont existé. Peut-être pas entièrement. C'est pour ça que je veux m'appuyer sur cet élément si important. Pas entièrement parce qu'on me demandera tout de suite, mais Ulysse. Ulysse, justement, il n'a pas, semble-t-il, évidemment, de réalité historique. Mais je crois justement que Dante, avec l'épisode d'Ulysse sur lequel j'ai construit ce livre, Dante nous apprend beaucoup de choses. Je vais essayer en 2 mots de vous les rappeler. La première chose, c'est que la vérité d'Ulysse, ce qu'il y a à comprendre dans l'histoire d'Ulysse, est
extrêmement important et nous concerne directement. Il y a donc, même si ça ne s'agit pas évidemment d'un personnage historique, la figure d'Ulysse, chez Dante, a une vérité qu'on peut bien dire, enfin qu'on ne peut pas dire historique, mais dont on peut dire qu'elle nous concerne par rapport à notre histoire. Exactement d'ailleurs comme la figure d'Ulysse est, sinon historique, du moins épique, dans la mesure où il y a ce soubassement qui vient de l'Iliade, qui vient de ce que Dante connaissait d'Homère, à savoir quelque chose qui est une fiction historique, le récit, l'épopée homérique, avec des conséquences que Dante intègre justement à l'histoire à travers ce qui n'est pas l'objet de mon livre, à travers la damnation d'Ulysse, c'est-à-dire condamné à devenir cette flamme en enfer en raison de son comportement trompeur, en raison principalement de la ruse du cheval de Troie, qui est, je ne veux pas m'appesantir là-dessus, le cheval de Troie, c'est à la fois quelque chose de mythologique et d'historique. Je veux dire, nous avons un vocabulaire très clair pour désigner ce genre de choses, c'est le roman des origines de Rome. C'est le roman historique ou l'histoire romancée, je ne sais comment le dire, peu importe. Mais au chant 26 de l'Enfer, on raconte une autre histoire, entièrement inventée par Dante au sujet d'Ulysse, et qui n'aboutit pas, je pense qu'il faut être strict là-dessus, qui n'aboutit pas à sa damnation, mais qui aboutit à son naufrage, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et par là, le personnage d'Ulysse vient nous interroger autrement, parce que vous avez rappelé, à travers le commentaire de Benvenuto, vous avez rappelé évidemment que dans la Divine Comédie, il y a un voyage qui est celui du narrateur, celui de Dante. Un voyage qui a lui-même une dimension, ou comment le dire, un aspect historique. Voyage qui conduit de notre monde tel que nous croyons qu'il est le nôtre à l'enfer, purgatoire, paradis, ascension. Ça, c'est le voyage de Dante, qui a les caractéristiques que l'on sait. Mais on peut observer, on observera que le voyage d'Ulysse est exactement, comment le dire, le répondant, le symétrique inversé du voyage d'Ulysse. Je vais évidemment revenir sur ce point, mais c'est lié à l'aspect cosmologique de ce voyage. J'y reviens tout de suite. Juste une observation auparavant. Nous comprenons mieux maintenant, je crois, le sens du personnage d'Ulysse, enfin, du personnage d'Ulysse tel qu'il apparaît au chant 26 de l'Enfer. C'est très exactement, je crois que le chant 26 de l'Enfer, le personnage d'Ulysse, a, dans l'économie de la Divine Comédie, le statut d'une exception. Car ce qu'on demande, ce que Dante demande à l'âme d'Ulysse, ce n'est pas comme il le demande aux autres âmes, de lui raconter ce qui s'est passé, qui a fait qu'il a été jugé digne de l'enfer. Il demande à Ulysse de lui raconter comment il est mort, de lui raconter plus exactement ce que j'appelle la fin de l'histoire. Vous le savez, Dante ne connaissait Homère que dans des versions tronquées, et donc, d'une certaine manière, il voulait savoir comment ça finissait. Et par conséquent, cette question n'est pas du tout de même nature que les autres questions. Et c'est pour ça qu'il n'est pas question non plus d'une damnation d'Ulysse. On a le droit de voyager, on a même le droit de voyager sur des destinations aberrantes, comme il le fait. Je reviendrai évidemment sur ce point. Mais vous voyez que
il y a là un statut qui est, disons, à part, si vous ne voulez pas qu'on parle d'exception, qui en fait le répondant du voyage céleste, divin, éclairé par la grâce qu'accomplit Dante. En face de cela, le voyage justement d'un individu plus ou moins recommandable, mais qui ne dispose pas, pour bien des raisons, d'un éclairage transcendant. Et d'un voyage, qui plus est, qui se fait, pardonnez-moi ce vocabulaire, dans l'immanence. Il prend un bateau, il va sur la mer. C'est un voyage qui est, on peut bien le dire, intégralement terrestre. Alors, où est ici le problème? C'est que, par là, je crois, vous avez évoqué Coiré, je ne sais pas, je crois que je ne le cite pas beaucoup, Non. Et je pense plus volontiers, vous me direz que c'est très proche, je pense plus volontiers à Giordano Bruno, je pense plus volontiers à l'apparition de l'infinité du monde, qui est quelque chose d'extrêmement déstabilisant que Dante, évidemment, ne connaissait pas. Ce qui rend, je crois, l'approche de Dante encore plus intéressante, encore plus passionnante. L'approche de Dante concernant le personnage d'Ulysse est évidemment une approche inachevée. Je dirais que c'est une étrange question, et question d'autant plus étrange qu'elle est commandée par une référence à la transmission. Ulysse ne répond à Dante que pour lui demander en quelque sorte que cette aventure maritime ne soit pas oubliée. Et n'oublions pas non plus nous-mêmes qu'il y a dans le récit de ce voyage d'Ulysse un discours extraordinaire qu'Ulysse tient à ses marins, un discours où Ulysse définit d'une certaine manière ce qu'on peut appeler la situation de l'homme, mais la situation de l'homme en quelque sorte vouée au voyage, puisque il explique que s'il veut aller voir plus loin que tous les horizons, c'est parce qu'il est un homme, et c'est pour découvrir ce que j'appelle commodément l'inconnu. Alors, ce point, vous voyez qu'il ne faut pas, je pense que pendant très longtemps, on a ramené Ulysse au cas général des autres personnalités que l'on voit en enfer. On a voulu qu'Ulysse soit coupable, et on a dit il a trompé ses marins, et donc c'est encore le péché de ruse, de perfidie, et qui ici le condamne. Je ne suis pas certain qu'il ait sur ce point trompé ses marins, ou alors il nous trompe également nous-mêmes, parce que il faut relire cet extraordinaire discours que tient Ulysse, et je veux rappeler, je profite ici que je n'écris pas un livre, mais que je parle à des êtres humains. Je l'ai dit dans le livre d'ailleurs, mais comment dirais-je, comme ces choses qu'on a un peu honte d'écrire. Mais vous savez que lorsque les Américains ont déposé je ne sais plus quoi sur la Lune, sur l'espèce de plaque de texte qu'ils ont déposée, il y a ces vers de Dante, du voyage d'Ulysse. Et par conséquent, pour notre humanité, le voyage d'Ulysse symbolise une certaine manière de déborder le monde fini. Évidemment, c'est un peu récurrent, puisque chez Dante, c'est beaucoup plus compliqué. Chez Dante, il est clair que ce monde est fini. J'ai consacré tout un chapitre profondément ennuyeux. Si jamais il vous arrive de lire le livre, vous le sauterez, comme fait justement Ulysse, mais à la cosmologie dantesque. Parce que je crois que tout le problème et tout l'intérêt de cette histoire d'Ulysse, c'est que c'est une métaphysique concrète, une métaphysique qui se réduit, ça lui donne de très grandes dimensions, à une dimension cosmologique. Et l'intérêt de cela, c'est justement que Dante n'anticipe pas. Dante n'a pas lu, évidemment, Giordano Bruno. Dante ne pense pas un instant que le monde puisse ainsi
être dépassé. Et par conséquent, ce qui est extraordinaire, c'est la question d'Ulysse. La question d'Ulysse et le voyage par lequel il veut aller voir un peu plus loin. Alors, évidemment, il veut aller voir un peu plus loin parce que, d'une certaine manière, il y a là, je crois, ce qu'on peut appeler un pressentiment. C'est-à-dire le pressentiment, difficile à exprimer, que le monde ne nous suffit pas. Et ce pressentiment, il apparaît à travers un philosophe que cite Dante, à travers Ulysse. Extrêmement important, ce philosophe, c'est Aristote à travers Cicéron, c'est également Saint Augustin. Enfin, il y a ici toute une constellation philosophique qui retravaille la question de la curiosité. Mais justement, ce que fait apparaître le personnage d'Ulysse, c'est que, et ne voyez là aucun obscurantisme, ce que fait apparaître le personnage d'Ulysse, c'est qu'il y a sans doute des choses que nous n'avons pas à connaître. Mais ce sont celles-là, justement, que nous voulons le plus connaître, dont nous voulons le plus faire la découverte. Ulysse symbolise bien l'explorateur. Et s'il faut, comment dirais-je, ici une référence théologique, j'en pense qu'on peut la trouver. Et des philosophes comme Philon d'Alexandrie ou d'autres ont su dire cela. Ce que traduit en quelque sorte la vérité théologique que Ulysse traduit dans sa terrible aventure, c'est le fait, il faut se poser la question. Bon, reprenons dans l'Ancien Testament que vous évoquiez tout à l'heure, reprenons la Genèse. Dieu crée le monde et il crée l'homme en dernier, si on ne tient pas compte de la femme. Bon, le monde a déjà été créé lorsque l'homme apparaît. Alors certes, le texte de la Genèse nous explique que c'est pour que l'homme ne soit pas nulle part, pour qu'il ait à sa disposition un monde, une terre, des animaux, un jardin, tout ce qu'on voudra. Mais enfin, observe Philon d'Alexandrie, le fait que l'homme ait été créé après le monde fait qu'il ne sait pas ce qu'est le monde, qu'il ne le connaît pas, qu'il a indéfiniment à en faire la découverte, fait que d'une certaine manière, il est perdu dans le monde. Et par quoi vous voyez que je crois qu'il n'est pas nécessaire. Alors évidemment, la découverte de l'infinité du monde va amplifier encore les choses, mais il n'est pas nécessaire de faire référence à une clôture pour transgresser cette clôture. Et je crois que Dante a très bien compris cet élément fondamental de la curiosité qui porte chacun au-delà de lui-même, avec l'argument, l'admirable argument que donne Ulysse. Il veut, n'est-ce pas l'argument, enfin ce n'est peut-être pas un argument que nous trouvons encore dans les entreprises interplanétaires, il veut voir s'il n'y a pas des gens plus loin. Alors, gente, ça veut dire des nations, hein, s'il n'y a pas des peuples qui existent ailleurs qu'ici. Il y a une sorte de récusation directe de l'ethnocentrisme. Enfin, il n'y a pas que nous. Il y a cette extraordinaire rupture dont Dante rend compte, je crois, avec l'extraordinaire épisode d'Ulysse. Ce qui me conduit à faire observer, je vais m'arrêter, à faire observer que je ne crois pas, enfin bon, une fois qu'un livre est dans la nature, le lecteur en fait ce qu'il veut, mais je ne pense pas que j'ajoute à l'infinité des commentaires de Dante un commentaire de plus. Je crois que je suis davantage, tellement j'ai envie de lire Benvenuto da Imola, je crois que j'essaye simplement, très modestement, de faire travailler le texte de Dante, de le faire résonner, d'en faire sortir ce qu'il a encore à dire à un autre lecteur, d'où justement peut-être le plan, en tout cas la tentative extrêmement risquée qui est dans ce livre, qui est une tentative non pas d'interprétation du texte de Dante, mais en quelque sorte de vérification, de mise en œuvre. Dans ce livre, il y a
si vous voulez, deux choses. D'une part, une interrogation sur deux choses qui se raccordent peut-être en une troisième. Il y a d'une part une interrogation sur le mouvement d'explorer le monde, sur le mouvement de la curiosité qui révèle en l'être humain une insatisfaction fondamentale, qui révèle une sorte, comme on dirait de nos jours, qui révèle une finitude fondamentale. C'est un premier point. Le deuxième point que j'ai essayé de faire apparaître dans ce livre, dont on pourra, comment dirais-je, critiquer l'absence de rigueur, je me permets, après avoir parlé du chant 26 de l'enfer, je me permets d'évoquer d'autres auteurs qui en font en quelque sorte le remake. J'évoque l'admirable lettre du Mont Ventoux de Pétrarque. J'évoque le Tasse, dont pratiquement tout un chant de la Jérusalem reprend le voyage d'Ulysse. J'évoque évidemment, pardon, je confonds l'Arioste, j'évoque aussi le Tasse qui fait la même chose, et puis j'évoque plus près de nous Leopardi. Le poème L'Infinito est un retravail de cette question, et j'évoque également Pascoli, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que le retravail de cet admirable chant 26 aboutit à des réponses différentes. Pour le dire très sommairement, il y a d'une part la réponse que j'appellerais prophétique, qui concerne justement la découverte, oui et non, d'un autre monde, d'autres peuples, les problèmes dont on sait, par une sorte de digression, mais que je crois très importante, j'essaye de l'évoquer. Vous savez que théologiquement, la découverte de l'Amérique était annoncée comme une catastrophe, puisque ça annonçait, on sait ce que ça a donné, dirais-je, puisque ça annonçait l'évangélisation de toute la terre et donc la fin des temps. Bon, il y a cela, il y a une dimension prophétique à la découverte de l'intégralité de la terre, et après, en plus, à la découverte de l'infinité du monde. Et puis, il y a cette autre dimension qui apparaît avec Leopardi et qui est profondément exploitée avec Pascoli, qui est une dimension d'intériorité. C'est-à-dire, et si ces colonnes d'Hercule que nous n'avons pas le droit de franchir, si cet océan dont nous ne revenons pas, il était au fond de nous-mêmes. C'est ce que montre très bien Leopardi. Il le montre admirablement, et j'essaye de le montrer beaucoup moins admirablement. Et c'est également ce que fait voir les admirables vers de Pascoli, qui rappelle, qui refait, réécrit le voyage d'Ulysse en termes d'intériorité. Enfin, Ulysse refait son propre voyage et découvre que c'était un rêve, découvre que ça n'existait pas, découvre que nous sommes en quelque sorte enfermés dans une intériorité qui ne débouche sur rien. D'où évidemment une question, on a quelquefois dit de ce livre qu'il était triste, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je voudrais surtout que sa lecture n'en soit pas trop triste, parce que je voudrais vraiment nous conduire à la lecture, à la relecture indéfinie de ce chant 26, et j'ajoute le troisième élément dont j'avais parlé, qui les réunit tous. Ce chant 26 est voué explicitement à la transmission. Ulysse veut qu'on l'écoute, veut que son histoire ne soit pas oubliée, et c'est d'une certaine manière ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Cher Jean-Louis Poirier, cette histoire ne sera pas oubliée, et votre livre non plus, puisqu'il a été livré à l'instant à la Société dantesque de France.
et que donc nous en serons les porteurs. Vous avez, je crois aussi, montré le lien avec Melville. Exact. Et pensez-vous que Moby Dick ait un lien à méditer avec le tournoiement de la proue du bateau d'Ulysse en vue de l'île? Merci pour cette question. Alors, comme d'habitude, je répondrai deux choses, une très concrète, l'autre un petit peu moins. Alors, très précisément, alors oui, hein, bien entendu, très précisément, vous savez que Melville connaissait très bien Dante. Il connaissait très bien Dante, et il y a simplement, ce n'est pas, on a vu, il y a des études qui ont examiné les manuscrits de Melville, ses premiers textes. Il a annoté toutes sortes de choses. Alors, pas Moby Dick. Il est vrai que dans Moby Dick, les références explicites à Dante, alors il y en a beaucoup d'implicites, mais les références explicites, il n'y en a pas. Mais dans d'autres livres, dans des cahiers, etc., la présence de Dante est évidemment à l'arrière-plan. Notamment, et je crois que je le cite, dans Mardi, hein, dans la découverte du Pacifique. Ça, c'est le premier point qui est concret. Melville, bien sûr, connaissait parfaitement Dante, ce qui veut dire d'ailleurs que là, c'est par le biais d'une certaine mythologie du marin. La mythologie du marin, ça nous donne le personnage extraordinaire du capitaine Achab. Bon, premier point. Deuxième point, plus profond, mais moins ancré historiquement peut-être. Vous savez que en Italie, vous savez qui a traduit Melville en italien? C'est Cesare Pavese, qui était par ailleurs un grand connaisseur de Dante. Et vous savez aussi que il y a eu un certain nombre d'acteurs, pas forcément méprisables d'ailleurs, comme Vittorio Gassman, qui a explicitement incarné le capitaine Achab en Ulysse. Donc la référence à ce chant 26 de Dante et son articulation à Melville n'est pas une invention. Alors mes amis, vous avez ces deux colonnes qui viennent d'être dressées devant vous. Il n'y a plus qu'à proposer votre propre mythe. Donc vous avez la parole. Irène. J'aimerais vraiment savoir, après ces deux exposés, qu'est-ce que Benvenuto disait de Ulysse. Malheureusement, je ne connais pas par cœur. Parce qu'en fait, j'ai oublié de dire que la dernière rédaction du commentaire de Benvenuto da Imola est un livre, 5 tomes pour un total de 2700 pages. En fait, Benvenuto a étonné de l'histoire d'Ulysse parce que, comme M. Poirier le rappelait, c'est une histoire qui n'a pas d'attestation précédente. Donc, pour Benvenuto, Ulysse est, comme pour la plupart des lecteurs, un grand exemplum aristotélicien. Mais Benvenuto était un aristotélicien tardif, pour lequel il n'y avait aucun problème à mélanger la pensée d'Aristote par rapport au désir naturel de connaître, avec l'idée que ce désir ne pouvait que s'accomplir seulement près de la vie terrestre. Et donc, pour Rima, comme d'ailleurs pour une grande partie des lecteurs de ces chants, Ulysse représente précisément cela, cette finitude. Oui. Oui, naturellement, il est considéré comme un personnage historique, encore une fois, et oui. Donc, pour lui, il s'agissait d'une histoire vraie. Il n'y avait aucune raison pour douter de la véridicité de cette histoire, même s'il n'y avait pas de source pour montrer cette véridicité, à part, évidemment, le récit de Dante. Donc c'est un cas un peu problématique de ce point de vue
du point de vue de Benvenuto, donc d'un historien face à la poésie. C'est ça, la dialectique un peu, hein, qu'il y a chez ce commentateur. Mais en tout cas, l'exemple aristotélicien était clair à ses yeux. Merci pour la question. Je peux ajouter à ce propos, mais un peu à côté de votre question, que dans un commentaire ancien, celui de Landino, alors il ne s'agit pas d'Ulysse, mais Landino explique très clairement que la mer, la traversée, ont le sens symbolique, évidemment, du voyage, qui est un peu plus qu'un voyage terrestre. Enfin, c'est vraiment le voyage de la vie qui s'effectue sur la mer. C'est une vieille métaphore, d'ailleurs. Oui, oui. Mademoiselle. Donc, j'ai été très frappée par ce parallèle entre la lecture qu'on fait de Dante aujourd'hui et la lecture que faisait Benvenuto Daimo, la traversée aux sources. Donc, je me demande, et je voulais savoir si on pouvait répondre comment, et est-ce qu'on peut utiliser les commentaires anciens sur Dante pour le lire aujourd'hui, mieux l'interpréter, résoudre des problèmes d'exégèse ou autre. Merci. Oui, naturellement, ça, il s'agit vraiment d'une question clé, parce que toutes les études sur les commentaires anciens ont à l'origine ce but, celui d'essayer de trouver dans ces textes quelque chose qui nous puisse permettre de comprendre mieux Dante. Or, je pense qu'aujourd'hui, donc, par rapport aux lignes interprétatives générales, je pense que chez les anciens commentateurs, il n'y a rien d'utile pour nous. Parce que disons, en ce qui concerne les lignes générales, hein, bien évidemment, parce que on retrouve souvent derrière leur interprétation polémique, disons, un problème qui n'a rien à voir avec la comédie, mais qui concerne d'autres débats, d'autres questions. Par exemple, voilà, celui de la définition de la vraie poésie, de la défense de la poésie, celui de l'orthodoxie aussi. Hein. C'est un grand thème, la défense de Dante par rapport aux accusations d'hétérodoxie. C'est une grande question parce qu'on trouve souvent chez les anciens commentateurs des défenses de Dante, mais finalement nous ne savons pas qui a adressé ces accusations à Dante, parce qu'il n'y a pas de témoignages directs. Il y en a très peu et très vagues. Donc c'est ainsi un peu un mythe, celui de la réception de Dante comme un hétérodoxe au XIVe siècle. Il n'y a rien de ce point de vue, presque rien. Il y a son procès quand même. Oui, mais qui ne concerne pas la comédie. Non, bien sûr. Ah, voilà. Oui, là, vraiment, je pensais à la comédie dans ce moment. Et donc, voilà, l'effort toujours de justifier Dante aux yeux de Pétrarque et de ses disciples, ou aux yeux de théologiens, est toujours très fort. Et des formes, bien évidemment, de l'interprétation. Ce qui est intéressant, c'est naturellement tous les grands corpus des données historiques, donc toutes les références historiques qui concernent surtout les personnages modernes ou les faits modernes évoqués par Dante. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que les anciens commentateurs pouvaient nous dire à ce sujet a été déjà évalué et utilisé. Il est assez rare, je crois, il est assez improbable de trouver quelque chose de nouveau. Même s'il y a encore des commentaires à éditer, même si, disons, chaque manuscrit avec un commentaire peut cacher quelque chose, parce que les commentaires n'ont pas le statut de texte littéraire, donc les copistes étaient très libres, hein, parfois de les mélanger avec, parfois même des annotations, avec leur propre annotation. Donc je pense que de ce point de vue, et parfois, disons, les recours aux commentaires anciens un peu, disons, dangereux, parce que chez les anciens commentateurs, nous avons plus que 50 commentaires rédigés au cours du XIVe siècle, on peut trouver tout. Donc un interprète moderne trouvera toujours
l'attestation de son interprétation. Toujours. Surtout parce que les grands interprètes avaient aussi le but de changer l'interprétation précédente, de dire quelque chose de nouveau, aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, voilà, on trouve toujours un précédent de ce que nous voulons dire. Mais il s'agit quand même d'un corpus énorme de textes qui cachent plein d'autres choses, d'histoire, de réflexion sur la poésie, de réflexion philosophique et rhétorique. Et donc je pense qu'ils sont intéressants, surtout pour reconstruire la fortune de Dante, que pour interpréter Dante aujourd'hui. Mais je pense que M. Poirier aura peut-être une autre réponse à ce sujet ou quelque chose à ajouter, parce que... Je connais beaucoup moins bien que vous les commentaires anciens. D'après ceux que je connais, je suis de votre avis, c'est-à-dire ils ont souvent... Enfin, on peut en tirer beaucoup de choses, mais à condition de ne pas s'arrêter à ce qui est pour eux probablement l'essentiel. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, certaines approches ou théologiques ou certaines approches de défense par rapport à telle ou telle accusation. Il y a, en revanche, on trouve ça va pas très loin, mais ça peut être très intéressant, on trouve quelques clés d'interprétation de tel ou tel passage, de telle ou telle métaphore. Voilà, mais je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Mais enfin, c'est vous qui savez. Hein. Non, je me demandais si dans votre recherche sur X, les anciens commentaires... Oh, je les ai lus avec plaisir, mais je ne vais pas dire m'être fondé dessus. Oui, non, mais à juste titre. Merci. Alors, Jean-Louis Poirier est très habile parce qu'il a trouvé un des rares chants où il n'est pas question de Béatrice. Est-ce que il y a avec Benvenuto une pensée de l'amour, une pensée de Béatrice, une pensée de tout la puissance de métamorphose que ce regard exerce sur toutes les formes figées que la comédie ou dont la comédie hérite? Je suis désolé, mais maintenant... Ah non, mais il faut dire... non. Disons... C'est Benvenuto di minima. Hein. Disons, Benvenuto ne connaissait pas la vie nouvelle. Et tout ce qu'il connaissait par sujet de Béatrice, il avait lu chez Boccace. Donc il répète l'interprétation un peu faible. Sujet de au début du rôle de Béatrice et même du rôle historique de Béatrice. Donc, pour Benvenuto, il s'agit d'un moment de troublement dantesque, passionnel, qui était heureusement surclassé, dépassé par Dante même, grâce d'un côté à la mort de Béatrice, et de l'autre côté, un parcours intellectuel de séparation, on pourrait dire même de la vie civile, hein, parce que chez Boccace aussi, la vie civile, disons l'action politique de Dante, était un empêchement à son activité intellectuelle. La paradigme de Pétrarque est très évident, très fort, très marqué. Donc Benvenuto répète un petit peu cette interprétation du chemin intellectuel de Dante. Et en plus, Benvenuto nous ne connaissons pas très bien sa biographie parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents dans les archives par rapport à ce personnage. Donc tout ce que nous connaissons, c'est ce que Benvenuto raconte dans son commentaire. Et en effet, il a eu une vie assez semblable à celle de Dante, parce que il a été il a été exilé, lui aussi, de sa ville, Imola, dans laquelle il n'a jamais pu faire un retour, donc il a passé le reste de sa vie un peu à Bologne, un peu à Ferrare. Il a fait un long voyage en France, donc son commentaire est une source intéressante aussi pour les vidas de Troubadour, car il a passé pas mal de temps en Provence, et donc parfois il y a des informations qui ne sont pas attestées dans les vidas connues. Mais, et donc voilà, il retrouvait dans la vie de Dante un peu sa mère. Et s'il parle des vidas, c'est qu'il parle de courtoisie quand même. Oui, mais il n'est pas intéressé à ce thème.
C'est un Dante avec de l'histoire, mais sans désir. Disons, les désirs concernent notre chose. Par exemple, les désirs de connaître, des sciences, les désirs des sciences, et tous les problèmes que ce même désir provoque. Mais par rapport à la vie, à la lyrique d'amour, il n'y a pas grand-chose. Alors, à vous, notre hôte. Grazie, merci beaucoup. Je voulais Comment? parler- Ah non, mais la vérité importe avant tout. À un Hein. certain moment, disons, le voyage d'Ulysse, ok, le voyage de Dante, mais Dante fait un autre voyage très important, c'est les îles. Donc, je crois que vous faites un rapport, disons, justement, pour parler d'une relation très forte entre l'errance et les îles. Donc, si on peut dire que, moi, une chose à laquelle je n'avais pas suffisamment réfléchi, c'est la peur d'Ulysse, qui est, on ne l'imagine pas comme un peu, hein, parce que déjà, bon. Mais cette peur qu'il a, et qui est selon moi aussi très bien représentée par la flamme. Une flamme tremble. Et on tremble quand on a peur. Et cette errance peut être aussi les îles, qui est une autre forme d'errance et une autre peur aussi. C'est l'oubli à cause de ça, n'est-ce pas? Donc il y a peut-être Dante et Ulysse demandent de l'aide à Dante, mais de cette façon, Dante aussi demande à Ulysse. Dante lui permet d'exprimer des choses qu'il n'a pas eu les moyens d'exprimer ailleurs dans la comédie. Il y a en effet une proximité de Dante, exil et l'exilé, et d'Ulysse, qui n'est pas exactement un exilé, mais le premier voyage d'Ulysse, c'est le voyage nostalgique. Donc il était en effet éloigné de sa patrie. Mais enfin, après, il repart. En ce sens, c'est vraiment l'opposé de Dante. Dante ne repart pas, il ne fait pas le même voyage, mais Dante est attaché à son foyer, à sa patrie, ce qui n'est pas le cas justement d'Ulysse, et pourrait être, enfin, Dante ne le condamne pas expressément, mais les textes, par exemple, auxquels se réfère Dante, dans Cicéron ou d'autres, condamnent cela. Enfin, la curiosité fait oublier jusqu'à sa patrie. C'est un des thèmes qui est avancé contre Ulysse. Donc vous avez raison, le thème, enfin, il faudrait examiner l'ensemble de ce chant par rapport en effet à ces, comment dirais-je, ces modalités de l'éloignement, les modalités de la distance. Et effectivement, il y a cette expérience, même si Dante ne s'adresse pas directement à Ulysse, c'est par l'intermédiaire de Virgile. Ouais. Mais il y a des questions de langue, des questions de nationalité, des questions de... C'est compliqué. Dans le banquet, il parle de son exil comme le naufrage d'un bateau. Il a perdu son Tout à fait. gouvernail. Absolument, absolument. Manuel. J'étais très intéressé à ce que vous avez dit à la fin de Ulysse comme en fait l'épisode de la transmission. Pourquoi? Pour moi, c'est en fait ce qu'on fait d'une manière différente de Primo Levi dans le canto d'Ulysse. Là, l'épisode d'Ulysse, ça devient vraiment la possibilité de communiquer comme possibilité de garder la mémoire et l'humanité. C'est hors de doute, et c'est pour ça que il y a un chapitre consacré à Primo Levi dans le livre. C'est un chapitre qui, d'une certaine... Enfin, comment dirais-je, je ne veux pas commenter mon propre livre, mais il y a... dans lequel il y a beaucoup de centres, beaucoup d'entrées, et une des entrées les plus fondamentales est en effet celle-là où précisément Primo Levi évoque, si c'est un homme, évoque ce moment où il explique à un de ses compagnons de captivité, où il explique ce que c'est que l'Italie, ce que c'est que l'italien, et il vient naturellement à parler d'Ulysse. Et à parler d'Ulysse pour rappeler justement ce discours dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour expliquer comment dans ce voyage, enfin si on peut appeler cela un voyage, mais la référence de Primo Levi à Ulysse est importante et ne se limite pas à si c'est un homme. La trêve, c'est le récit du retour.
Et par conséquent, Mais là, c'est vraiment la transmission. c'est la transmission, c'est-à-dire il s'agit d'une part de ne pas oublier, alors que enfin les nazis s'évertuent à faire que nous soyons en dessous de l'humanité, il ne faut pas oublier que nous sommes des hommes, et par ailleurs, il ne faut pas oublier. C'est quelque chose, il y a un petit livre de Primo Levi poignant qui porte directement sur ce sujet, c'est le livre Naufragés et sur les naufragés. Voilà, les naufragés et rescapés. C'est extrêmement important aux yeux de Primo Levi, enfin comme aux yeux de beaucoup d'autres. Le thème de l'oubli, ou plutôt de la mémoire, est ici tout à fait essentiel. Et je crois effectivement que c'est cela aussi que demande Ulysse. Il le dit très clairement, et c'est indiqué, si on peut se livrer à ce commentaire, c'est indiqué allégoriquement au début du chant, puisque est évoqué le passage prophétique de Élie à son fils Élisée. Il y a ce moment qui est ce chant est placé sous le signe de la transmission, sans aucun doute. Et je crois effectivement que la question de la transmission est essentielle dans toute la Divine Comédie, mais elle affleure exemplairement dans le chant 26, bien sûr. Oui. En tout cas, tu as travaillé beaucoup sur cette question tu en as parlé un peu brièvement, c'est dans ton premier chapitre, mais tu en as parlé ailleurs, sur cette question du double sens d'une lecture possible de la comédie avec un sens littéral et un autre sens qui serait autre chose. Et là, Benvenuto nous a rappelé son idée, que c'est un sens historique, etc. Là, tu étais un peu quand même sévère à la question qui t'était posée. Cette question-là du double sens, enfin, d'un possible double sens de la comédie, et comment voir ça allait dans l'épistola grande, et Benvenuto le pose, d'autres commentateurs aussi. Ça, je trouve que la façon dont les commentateurs le posent nous donne à réfléchir, puisqu'il n'y a pas de réponse tranchée sur cette question de savoir si on doit le prendre à la lettre comme une histoire de la vie sur Terre, comme une histoire d'un devenir eschatologique. Ça, c'est une vraie question. Et oui, tout à fait. Tu l'as montré souvent, il affronte cette question. Oui. Et rien que pour ça, si tu veux, je trouve que ça, les commentateurs posent ces questions-là qui sont encore fondamentales. Oui, ça me doute. Et oui, c'est vrai. Et je pensais surtout quand j'ai répondu à la question de Sylvia, je pensais surtout à l'apologie des Dantes qu'on fait parfois au XIVe siècle à travers une lecture allégorique. Apologie qui a comme but celui de défendre Dante de l'accusation d'être hétérodoxe, mais surtout, je pense, de l'accusation d'être un poète populaire. Et donc, voilà, s'il y a un secret dans la comédie, là est la ligne de Boccace. Et comme je le rappelais tout à l'heure, c'est une réponse à Pétrarque, finalement. Oui, c'est un poète qui a écrit dans la langue des Molières coulées, comme le lit dans l'Épître à Grande, mais qui a caché des signifiés dans sa comédie qui ne sont pas accessibles à n'importe qui. Mais voilà, donc cette ligne, qui est une ligne qui a une longue durée dans la réception de la comédie, est une ligne d'interprétation, on dirait, exotérique, qui a, à mon sens, cette origine, cette double origine, la défense des Dantes, de Pétrarque, pour ainsi dire, et des légendes supposées. Puis il y a une lecture comme celle de Benvenuto da Imola où, disons, cette double dimension finalement disparaît. Parce que si tout est une image de la vie terrestre, et surtout, si l'invention des Dantes a toujours son point de départ dans l'histoire, dans les événements historiques, même dans les détails de ces mêmes